se comprend plus, et à la fois à l'extérieur, parce qu'il se rend compte que la société qu'il a constituée comme un monstre, c'est-à-dire comme quelqu'un qui sert des fins qui ne sont pas les siennes, qui sert des fins qui sont le contraire des fins universelles qu'on a prétendu qu'il faisait, à ce moment-là, il est intellectuel, et par conséquent, c'est cette double contradiction qu'il dénonce. Il la dénonce parce qu'il en souffre. Il ne la dénonce pas extérieurement parce qu'il la découvre dehors, il la dénonce parce qu'il en souffre. Parce qu'il en souffre à sa manière, comme d'autres qui sont exploités ou aliénés peuvent souffrir. Simplement, bien sûr, c'est autre chose. C'est une souffrance qui n'est pas vivante, vécue au même titre, ce n'est pas une souffrance qui est dans le besoin, mais c'est précisément la découverte de l'aliénation en soi et hors de soi. Donc, si l'intellectuel ne découvre pas constamment en soi sa contradiction, si par conséquent il n'exerce pas constamment son métier d'intellectuel, du moins son métier de savant ou de technicien du savoir pratique, il est dans les nuages. Si au contraire il continue à le faire, il se trouve dans une contradiction, parce qu'il faut à la fois qu'il témoigne pour tous de la contradiction qu'il a, puisque c'est la même que celle des autres, vécue sur un autre plan, autrement, mais c'est la même. Donc, il faut à la fois qu'il fasse son métier et qu'il s'engage dans la manifestation des contradictions de la société. Il y a les deux. Et l'un sans l'autre n'est pas possible. Plus simplement, mes amis du tiers-monde ont la gentillesse d'être bien avec moi. Mes amis cubains m'ont fait confiance et m'ont dit, quand vous reviendrez à Paris, parlez de la révolution cubaine. Je l'ai fait. Je l'ai fait dans François. J'ai fait une quinzaine d'articles dans François. Mais croit-on que si je n'avais pas écrit des romans ou des essais, on m'aurait donné à François la possibilité d'avoir pendant 15 jours une page entière? Alors, vous comprenez, vous me dites que les Algériens ou les gens du tiers-monde se croient en position d'exiger tout de leurs amis et compagnons. Sur ce point, je suis tout à fait d'accord. Simplement, il faut savoir ce que signifie ce tout pour chacun. Et il faut voir qu'un politique et un intellectuel sont deux choses complètement différentes. Exiger d'un politique qu'il fasse tout pour la cause qu'il sert, ça veut très exactement dire qu'il se maintienne constamment sur le plan politique, qu'il soit en disponibilité politique perpétuelle, qu'il fasse des actions communes avec ceux qui les font dans ce sens, et qu'en même temps, il détermine un but en fonction des possibilités qu'il découvre dans le champ des possibles présents. Exiger d'un intellectuel qu'il fasse tout, c'est tout à fait autre chose. L'intellectuel est sans pouvoir. Il est sans pouvoir parce que, finalement, c'est un homme qui vit sa contradiction à l'intérieur et à l'extérieur. Il n'y a donc aucun pouvoir réel, aucune efficacité réelle. On pourra revenir là-dessus, si vous le voulez. Et c'est en tant qu'il est inefficace qu'il peut servir. Mais précisément, il faut lui demander de s'engager totalement en tant, justement, qu'il a un travail réel et qu'il a une efficacité sur un autre plan. Parce que c'est là qu'il est contradictoire. Et par exemple, je répondrai à l'inverse aux gens qui disent « Mais pourquoi vous vous occupez de politique bornez-vous donc à écrire », n'est-ce pas? Qui sont en général des amis. C'est-à-dire des gens qui connaissent depuis longtemps, qui aiment plus ou moins, mais enfin en général bien, ce que j'écris, et qui disent « Mais enfin, c'est ça qu'il faut que vous fassiez ». Ils ne comprennent pas que ce que je fais n'aurait pas de sens si ça n'était pas précisément à l'intérieur de cette contradiction. Cette contradiction, à la fois née entre ce que je fais et ce que je suis, et elle revient sur ce que je fais pour déterminer le sens même de mes travaux. Autrement dit, d'une certaine façon, si je ne faisais pas partie du tribunal Rossel, je n'écrirais pas Flaubert. Vous me direz, je l'ai écrit avant.
Mais je voudrais qu'à ces époques-là, il y avait d'autres travaux du même ordre. On ne peut pas distinguer, d'une certaine façon, entre les deux termes de la contradiction. Ils sont unis en même temps qu'incompatibles. Par conséquent, chaque fois, je me rappelle par exemple que vers 52, quand j'étais au congrès de Vienne et que je me suis rapproché de mes amis communistes, beaucoup de mes amis me l'ont reproché, non pas parce que je me rapprochais des communistes, parce qu'ils disaient qu'est-ce que vous allez faire là-bas, etc. Le fait est que les années que j'ai passées à ce moment-là, avec le mouvement de la paix, avec d'autres formations, à travailler en commun, m'a donné, je le crois, une expérience et une compréhension, une foule de choses qui me servent, même à présent, pour écrire le Flaubert. Alors, pour en venir à la guerre du Vietnam proprement dite, pourquoi aujourd'hui vous préoccupe-t-elle tellement? Je veux dire, quel type de danger comporte-t-elle? Eh bien, naturellement, c'est une banalité, mais une vérité de dire qu'elle comporte un danger nucléaire certain, un danger de guerre générale et nucléaire certain. Mais ce n'est pas dans cette perspective que je me place pour prendre position vis-à-vis de la guerre du Vietnam. Ce n'est pas non plus, bien que ce soit une chose absolument visible, d'un point de vue éthique, qui consisterait à dire ce qui est vrai, qu'il s'agit de l'agression d'un peuple de 200 millions d'hommes, riches, super armés, contre une nation où les paysans dominent, qui est quelques millions d'hommes, et qui n'a pas les moyens de répondre aux agressions aériennes, par exemple, bien que cependant elles tiennent et elles tiennent dur. Ce n'est même pas de ce point de vue. Car ici, la position qu'on doit avoir est une position non pas seulement morale, mais politique et sociale. En vérité, la guerre du Vietnam représente à la fois la réalisation dernière et le symbole de ce que c'est que l'impérialisme. L'impérialisme qui est le résultat de certaines structures sociales, à savoir de la forme du capitalisme monopolistique d'aujourd'hui. Là, je vois ici notre plus grand danger. C'est-à-dire que, étant précisément à l'intérieur d'une société capitaliste, étant déchiré par les contradictions de cette société, à partir de là, souhaitant une autre société, je me trouve du côté de ceux qui dénoncent précisément cette société et qui luttent contre elle. Et précisément à cause de ça, je constate que le dernier développement de l'impérialisme, c'est la guerre du Vietnam qu'il donne. Parce que les seules raisons que l'on peut donner pour la présence agressive des Américains au Vietnam, ce sont des raisons qui concernent l'impérialisme. Des raisons non pas tellement économiques dans ce cas-là que politiques et stratégiques. C'est précisément pour ça que je considère que si on abandonne cette lutte pour l'indépendance du Vietnam, je dis bien pas seulement pour la paix, mais pour l'indépendance du Vietnam, si on l'abandonne, si on laisse faire, c'est admettre que la société capitaliste, avec ses chaos, ses contradictions, mais sa possibilité aussi bien de colmater toutes les fissures, va se continuer. C'est admettre que la coexistence pacifique sera au profit des impérialistes. C'est admettre, si vous voulez, que les Américains, dans le monde actuel, peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est accepter l'hégémonie américaine. Un triomphe des Américains au Vietnam, ce serait en même temps une sorte de triomphe anticipé dans l'Amérique latine. Ça aurait pour effet de décourager un certain nombre de gens, de faire régner une Pax Americana sur le monde. C'est précisément cela que un grand nombre de gens dont je suis veulent combattre. Ce tribunal dont vous êtes le président, ce tribunal est prévu